C'était la plénière consacrée aux femmes entrepreneurs, dernier panel de cette première journée du 6e Forum Afrique Développement. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, je reçois Kojo Adedje, ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale du Togo. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci. Et avec moi également Harouna Kaboré, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat du Burkina Faso. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci. Alors, messieurs, nous avons assisté à la première journée du 6e Forum Afrique Développement, deux panels consacrés aux femmes entrepreneurs et à l'intégration régionale. Kojo Adedje, quel bilan faites-vous de cette première journée? Merci. Je voudrais tout d'abord dire que cette première journée s'est bien passée. Nous avons tous compris, réaffirmé que le continent africain est un continent de destination privilégiée parce que disposant de potentiel. Nous avons les richesses nécessaires pour nous développer. Et notre sous-sol et les produits qui en sont issus nous portent à croire qu'il est possible de créer une chaîne de valeur. De même que notre jeunesse, la population est très jeune. Et par rapport donc à ces atouts naturels que nous avons, nous pouvons transformer de façon structurelle l'économie de nos différents États. Harouna Kaboré, vous de votre côté, un pays comme le Burkina Faso, que vient-il chercher dans ce type d'événement, ce Forum Afrique Développement? Je voudrais dire que le Forum Afrique Développement est toujours un rendez-vous très important. C'est un rendez-vous prisé à la fois par les politiques, mais aussi par les hommes d'affaires, d'autant plus que c'est un forum qui offre plusieurs possibilités. Aux côtés donc des forums, des discussions, des plénières, il y a donc la possibilité qu'ont les politiques et aussi donc des acteurs du secteur privé d'avoir des rencontres G2B, government to business, B2B, business to business, mais aussi la possibilité donc de discuter directement pour faire la promotion des investissements donc de différents pays. Lorsqu'on vient dans un tel événement, il est clair que on vient à un rendez-vous du partage et du recevoir. On vient aussi à un rendez-vous, on est capable d'attirer donc des investisseurs directs étrangers. On vient aussi pour partager de l'information avec d'autres personnes, mais on vient aussi pour découvrir ce qui se fait de mieux ailleurs, à l'effet donc, même si on ne le transpose pas, on arrive à adopter chez nous. Je pense que c'est une belle journée et cette 6e édition est en train de tenir, j'allais dire, son rendez-vous comme il se doit. Au regard donc de la qualité des participants, mais aussi de la maîtrise de l'ensemble des sujets qui sont développés. Kojo Adedje, Harouna Kaboré veut parler de ces rencontres B2B qui sont une particulière, une spécialité de ce Forum Afrique Développement. Votre pays, le Togo, on imagine que c'est un aspect qui intéresse fortement le Togo, de pouvoir rencontrer comme ça les investisseurs. Tout à fait, vous avez raison, madame. Et vous savez que notre pays, le Togo, se prépare pour son premier forum économique Togo-UE. Et donc par rapport à ce grand événement qui est attendu, il est tout à fait naturel que dans le cadre de partage d'expérience, que nous puissions voir comment ça se prépare ailleurs et pouvoir mieux se positionner pour ce prochain événement qui est très important pour nous et qui devrait mettre en contact notre secteur privé, le secteur privé togolais et le secteur privé des 28 pays membres de l'UE. Voilà donc les raisons d'ailleurs pour lesquelles nous pensons que dans le cadre africain, que nous puissions partager ces expériences-là et être en mesure de bien organiser cet événement qui nous tient vraiment, qui tient à cœur. Alors justement, là, par rapport aux opérateurs économiques privés que vous rencontrez à ce forum, quel est le retour principal que vous avez? Bon, le retour principal, c'est que en matière de financement des affaires, nos continents présentent les mêmes réalités. Nous avons compris que ces opérateurs économiques comme les nôtres sont présents et constituent véritablement le moteur de la croissance. Et en tant que tels, ils ont besoin d'être accompagnés par le gouvernement. Donc nous avons appris sur place ici comment est-ce qu'ils sont accompagnés. À l'effet, pourquoi pas, ayant les mêmes réalités,
de voir comment dans nos différents États, nous pourrons, surtout au Togo, nous pourrons les accompagner. Parce que ce que nous recherchons, l'État comprend aujourd'hui que le secteur privé devrait être entretenu, puisqu'il est créateur de chaînes de valeur, il est créateur de richesses et permet également de créer suffisamment d'emplois pour nos jeunes femmes et puis nos jeunes entrepreneurs surtout. Voilà. Aruna Kaboré, vous êtes venu présenter les opportunités d'investissement au Burkina Faso. Quel secteur êtes-vous venu présenter? Quel type d'offres, d'opportunités d'investissement? La question de la transformation de notre économie en général, mais aussi d'une manière générale la transformation industrielle et artisanale, qui est le choix que nous avons fait aujourd'hui au Burkina, à l'effet donc de transformer nos matières premières locales, mais aussi de créer des emplois. Il constitue en tout cas le principal point sur lequel nous proposons donc aux investisseurs directs étrangers, mais aussi aux opérateurs économiques locaux, les institutions financières donc de pouvoir accompagner les acteurs privés dans ce domaine-là. Donc en venant ici, nous avions donc des projets qui interagissent donc dans ce domaine-là, qui vont de la transformation des matières premières sur les questions de l'énergie, les questions d'augmentation de la production locale et beaucoup d'autres sujets, notamment donc le financement donc des PME. Je pense que ce rendez-vous-là, de cette rencontre donc Afrique et développement est un moment en tout cas intéressant. Si vous regardez lors des différentes rencontres, nous avons vu nos structures donc de promotion des investissements qui sont à pied d'œuvre, qui travaillent avec d'autres acteurs. On a vu en tout cas que les acteurs du secteur privé ici présents ont des rencontres assez intéressantes. J'ai eu l'occasion de faire le tour dans les centres et je pense aussi que le contenu des échanges que nous avons eu ce matin nous permet donc de dire que nous pouvons en tout cas, allez, sans que ça ne soit terminé, conclure que nous ferons de bonnes affaires. Et que vous disent ces investisseurs privés que vous rencontrez? Montrent-ils tout de suite leur intérêt pour les projets que vous leur avez présentés? Vous savez, un acteur privé, je dirais tout simplement un investisseur, il y a un certain nombre de facteurs qu'il faut remplir dans un pays pour qu'il s'y rende. À partir du moment où la facilité de faire des affaires est une chose garantie, lorsque sur les questions judiciaires il n'y a pas de problème, on est un État loyal, si on arrive à donner l'ensemble des infrastructures nécessaires, l'information économique nécessaire, si on est disposé à accompagner, si l'État fait son rôle d'amorçage, et je pense que s'ils ont aussi la possibilité de développer donc des partenariats locaux, ce sont des choses en tout cas qui se passent très bien. Au Burkina Faso, ce sont des questions que nous avons résolues. Et nous oui, alors justement au niveau du climat des affaires, comment cela se passe au Burkina Faso? Nous sommes un pays réformatrice d'abord, et en plus nous venons d'adopter un dernier code des investissements qui fait la part belle donc aux investissements directs étrangers et qui permettent donc à ceux qui veulent investir au Burkina Faso, quel que soit les types de montants, d'être traités de la même manière que ceux qui investissent, donc les investisseurs locaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre pays en tout cas devient un carrefour essentiel du point de vue de son positionnement géographique. Vous savez, nous sommes à 1 heure des 6 capitales et nous sommes aujourd'hui un pays où nous avons par exemple une matière première gratuite qui est le soleil, qui permet aux gens d'investir énormément donc, dans l'énergie, qui était avant une contrainte, qui est aujourd'hui une opportunité. Parce qu'il y a une réforme dans le secteur qui fait que le segment de la production est libéralisé. Vous avez la possibilité aujourd'hui de transformer énormément donc, le coton et aussi bien d'autres produits comme l'anacard, les fruits et légumes et pas mal de choses. Kodjo Adidji, au Togo, le climat des affaires justement, est-ce qu'il y a des facilités aux entreprises qui ont été permises par votre gouvernement? Oui, je dirais qu'en ce qui concerne le climat des affaires au Togo, ce climat est en nette amélioration. Je voudrais rappeler tout simplement qu'en 2018, vers la fin de l'année, selon le rapport de l'USINES de la Banque mondiale, mon pays a progressé de 19 places, c'est pas rien. En matière de réforme, nous sommes dans les 10 tops. En Afrique, au niveau de la zone UEMOA, nous sommes le premier pays réformateur et puis 4e dans la zone Afrique. C'est dire quand même que le gouvernement donne aujourd'hui suffisamment de garanties aux investisseurs pour pouvoir développer les affaires. La question que vous me posez m'oblige à faire un retour par rapport à notre programme national de développement 2018-2022 avec 3 axes prioritaires. Le premier, le Togo se positionne sur un plan stratégique comme une entrée naturelle sur
l'Afrique de l'Ouest. Et nous voulons donc créer, développer donc un hub logistique d'excellence et puis, disons, un centre d'affaires de premier ordre au niveau de notre sous-région. Le second axe a trait à l'agroalimentaire. Vous savez, il y a longtemps que nos matières premières, nous essayons de les exporter brutes. Voilà, donc des pôles de transformation agricole, hein, tout à fait, c'est ce que vous annoncez. Tout à fait. Donc, c'est quand même au niveau de l'agriculture, le pôle de transformation manufacturier également, et d'industrie extractive sur lesquelles nous travaillons. Le dernier axe, c'est consolider donc le développement social et les mécanismes d'inclusion financière. C'est dire que tout ce package que le Togo se prépare à mettre en place, en ce qui concerne le PND qui est lancé le 4 mars dernier par le président de la République, oui. Il y a une enveloppe financière de plus de 80 milliards de dollars qui Alors est justement, j'allais vous demander, il faut quand même des fonds assez importants pour soutenir ce Fonds national de développement. Où allez-vous les trouver, on imagine, auprès des opérateurs privés? Justement, sur les 80 milliards de dollars attendus pour financer notre PND, le gouvernement s'attend à ce que les 2 tiers de ces fonds-là puissent provenir du secteur privé national aussi que secteur privé étranger. Alors les opérateurs privés ont-ils déjà répondu à cette sollicitation du président? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ils se bousculent et nous attendons quand même rester dans les délais et financer avec une création d'emplois. Au moins 500 000 emplois seront générés. Et en termes de progression de notre économie, nous pensons à l'horizon 2022 progresser la croissance à plus de 7%. Alors, messieurs, il y a également un sujet qui était d'actualité dans ce forum, qui est d'actualité dans ce forum Afrique Développement. Cette zone de libre-échange continentale qui a été adoptée en 2018. Aruna Kaboré, quelles pourraient être les conséquences, ou les retombées plutôt pour le Burkina Faso? Déjà, nous sommes un pays situé donc en Afrique de l'Ouest avec, j'allais dire, un marché important mais réduit. Une zone de libre-échange continentale, la ZLECA, devient aujourd'hui un grand marché de plusieurs milliards de personnes. Donc, ce dont nous avons annoncé ici en termes de transformation de nos matières premières locales, trouvera ici un marché africain, un marché où de l'ouest à l'est, du nord au sud, on est capable de proposer nos produits, un marché où nous avons la possibilité donc de contrôler la qualité de ce qui est proposé à nos populations, un marché sans barrière entre pays africains et un marché qui va accueillir certainement donc d'autres acteurs hors du continent. Donc je pense que c'est une belle réforme et c'était une bonne vision qu'on a eue et je pense aujourd'hui que le travail qui est en train d'être fait pour que chaque pays puisse le ratifier rapidement, que nous puissions en tout cas le mettre en œuvre est une chose dont il faut accélérer pour que nous puissions en tout cas disposer de ce marché-là parce que le commerce interafricain a un pourcentage aujourd'hui qui n'est pas du tout réduisant, alors que le premier marché, c'est celui donc de commercer avec ses voisins. Alors oui, justement, vous parlez de votre pays, le Burkina Faso, qui souhaite la mise en œuvre de cette zone de libre-échange. Comment le pays se prépare-t-il à cette élimination progressive des barrières douanières? Déjà, il faut dire que le Burkina Faso est un pays déjà ouvert parce qu'il y a une intégration sous-régionale réussie dans le cadre de l'UEMOA de la CEDEAO. Donc nous sommes habitués à ce genre effectivement donc, de choses-là. Mieux, nous avons participé à la production effectivement donc, du document de la ZLECA, aux différentes négociations. Et nous savons très bien effectivement donc, les secteurs sur lesquels nous avons tous convenu de pouvoir donc, ouvrir. L'autre chose, c'est le fait que nous sommes préparés parce que nous avons quelque chose à mettre sur la table en fait. Lorsque vous produisez, vous transformez, vous savez très bien qu'au moment venu, vous avez quelque chose à mettre sur la place, vous n'êtes pas du tout inquiet, d'autant plus que nous avons suffisamment de matières premières et qui nous demandent en tout cas à être transformées davantage. Je voudrais aussi dire que la zone de libre-échange continentale
au lieu d'être vu effectivement donc comme une contrainte, comme un problème, doit être certainement vu comme une opportunité à saisir. C'est pour cela que le secteur privé burkinabé est préparé, parce que dans le processus, il y a une formation et de l'information, et un coaching des acteurs pour qu'ils se retrouvent en tout cas dans cette zone-là. Donc nous nous préparons donc exactement dans le schéma défini qui est donc de donner la bonne information pour que les uns et les autres puissent se préparer. Donc je pense qu'il n'y a aucun souci, et nous sommes à déjà une petite échelle en termes d'intégration au niveau de la CEDEAO. Donc c'est une ouverture vers des gens avec qui nous avons des niveaux donc, de transactions qui ne sont pas élevés, donc à la limite c'est élevé, hein, les pourcentages donc, en matière donc, de commerce interafricain, donc il n'y a aucun problème. Au contraire, on est plutôt heureux donc, de pouvoir accueillir des produits made in Africa et de proposer des produits made in Burkina Faso dans le cadre donc, du Made in Africa. Mais monsieur le ministre, vous le disiez vous-même, ça demande aux pays africains d'aller plus en avant vers la transformation des matières premières. Sur cet aspect, les pays africains ne sont pas encore allés assez loin. Est-ce que vous pensez que justement, avec cette zone de libre-échange, cet aspect ne va pas faire défaut? Vous savez, quand il y a un sujet, il y a deux possibilités de voir la chose. C'est de le voir effectivement donc, comme une contrainte, comme un problème, ou de le voir comme une opportunité. Mais justement, c'est une opportunité. Le fait qu'on a un marché, qu'on a des matières premières, qu'est-ce qu'on demande? C'est de les transformer, de le mettre sur le marché. Donc il n'y a pas à se poser des questions. C'est le lieu de challenger, c'est le lieu donc d'aller plus rapidement. C'est pour cela qu'on fait des réformes, c'est pour cela qu'on se donne les moyens, qu'on développe des programmes assez ambitieux en matière de transformation de nos économies. C'est pour cela que chaque pays en tout cas donc, va mettre sur la place ce qu'il a. Donc je pense qu'il n'y a aucun problème. Et regardez aujourd'hui, quand vous prenez chez nous le coton, vous prenez chez nous la filière bétail viande, vous prenez chez nous tout ce qui est matériaux. Il n'y a pas très longtemps, beaucoup de choses en tout cas étaient importées, mais de plus en plus, il y a un gros travail qui fait qu'il y a une consommation locale. J'apprécie d'ailleurs la dénomination de notre ministère au niveau du Togo qui parle de la promotion de la consommation locale. Chez nous, il y a tout un programme dans le domaine qui fait que les pouvoirs publics, en tout cas, consomment énormément ce que nous produisons, et qui fait aujourd'hui que de plus en plus, il y a une valorisation de la production locale, qu'il y a de plus en plus une communication sur nos produits, qu'il y a des certifications. Il y a un label national qui permet aujourd'hui donc de donner un quitus, en tout cas, sur la qualité de nos produits. Nous développons des laboratoires, et je pense que sur ce point-là, sur ce niveau-là, on ne devrait pas craindre. Et je précise que déjà, cette intégration existe au niveau sous-régional avec la CEDEAO, avec l'UEMOA, où nous partageons énormément de choses avec le Togo, avec la Côte d'Ivoire, pas mal de pays. Donc, et ces pays, quand vous regardez, ces pays s'ouvrent aussi sur d'autres pays donc, de la sous-région où ils partagent. Donc, à la limite, ça va faciliter ce partage-là davantage. Ce n'est pas du tout des contraintes, ce n'est pas du tout des problèmes, c'est plutôt une opportunité. Maintenant, quand on va dans une situation pareille, il y a un travail de compétitivité, c'est-à-dire que les entreprises doivent être encore plus compétitives, elles doivent pouvoir offrir donc, des services et des produits donc, de qualité, elles doivent pouvoir développer donc, des capacités, donc, j'allais dire, donc, communicationnelles, marketing, en termes de visibilité, d'accessibilité, de disponibilité donc, des produits. Donc c'est un travail professionnel qu'il faut faire. Il n'y a pas à craindre, on est plutôt content de pouvoir commercer sérieusement en Afrique, au lieu donc de le faire avec d'autres parties du monde où souvent nous n'avons pas la possibilité d'envoyer nos produits, mais nous en recevons un peu trop. Kodjo Adedje, on le voit au Burkina Faso, cette zone de libre-échange continentale est accueillie de manière très positive, et au Togo alors? Oui, bon, disons qu'au Togo, la zone de libre-échange continentale est accueillie de façon positive. D'ailleurs, le Togo, mon pays, a déposé ses instruments de ratification. Aujourd'hui, je crois que nous sommes à 18 ratifications, il reste 4. Voilà, il faut un quota de 22 ratifications pour la mise en œuvre. Tout à fait, pour que cet accord-là entre en vigueur. Oui. Nous avons déjà démarré au pays la sensibilisation de l'ensemble des acteurs intéressés, notamment les parlementaires, le secteur privé, tous ceux-là qui ont besoin de comprendre ce que c'est que cette zone de libre-échange. Comme l'a dit mon homologue burkinabé, disons que nous avons déjà une expérience au niveau des CER, UEMOA, CEDEAO, etc., que nous pouvons mutualiser aujourd'hui pour avoir un espace beaucoup plus élargi et permettre au secteur privé de pouvoir fabriquer et de pouvoir écouler également dans la sous-région. Disons que c'est vrai, nous aurons un espace commun, mais on a quand même besoin de travailler sur un certain nombre de pratiques qui n'aident pas le commerce intra-africain. Vous savez, ce matin, en nous donnant les statistiques, je crois que le commerce intra-africain est autour de 16%, ce qui est très faible. Ce n'est pas possible. Mais pour le faire, en dehors des barrières tarifaires,
parce que nous aurons à mutualiser l'ensemble des raids d'origine que nous avons au niveau des CER. Nous aurons une ceinture tarifaire commune pour tous les États africains, mais il va falloir travailler davantage à l'intérieur en ce qui concerne les barrières non tarifaires qui malheureusement existent encore sur certains corridors. Et Aruna Kaboré parlait tout à l'heure de la compétitivité dont vont devoir utiliser les entreprises concernées dans chaque pays africain. Est-ce que vous pensez que les entreprises togolaises sont prêtes à faire face et à être compétitives? Je pense qu'elles sont prêtes parce que, vous savez, cette ouverture permet quand même d'aller à des partages d'informations, de compétences. Lorsque les entreprises se mettent ensemble, il y a quand même une mutualisation à faire. Et comme il l'a dit, nous avons pu réussir au niveau de la CEDEAO. Et je crois que l'ouverture de plus en plus grande en allant à la ZLECAf ne devrait pas perturber nos entreprises. Elles sont déjà habituées et je crois qu'elles vont tenir. Et au-delà de cette zone de libre-échange continentale, quand même, on dit dans n'importe quelle région d'ailleurs du continent que les pays africains connaissent des lourdeurs administratives qu'on ne voit nulle part ailleurs. Il y a même une phrase de l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote qui disait j'ai besoin de 38 visas pour me déplacer en Afrique. Est-ce que les États africains ont pris la mesure de ces lourdeurs administratives qui entravent le commerce et les affaires? Aruna Kaboré. Alors, il y a deux choses. Il y a des questions d'intégration. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut faire davantage pour que la libre circulation des biens des personnes soit une réalité. C'est pour cela qu'il parlait donc de contraintes. Quand il parlait en tout cas donc de contraintes non tarifaires, c'est un peu ces questions-là de libre-échange. Il faut faire davantage à ce niveau. Et ça, c'est entre États africains. Maintenant, à l'intérieur de chaque pays, il y a des réformes qui sont faites. Le plan national de développement économique et social traite par exemple la question donc, du développement du capital humain et de la modernisation donc, de l'administration comme pilier, défi essentiel à relever pour que nous puissions faire davantage. Et à ce niveau, nous avons un vaste programme donc, de réforme, de formation des agents, mais aussi de réforme donc, de l'administration, de la modernisation. Et ces réformes-là nous permettent aujourd'hui, par exemple, de réduire les temps de production donc, des documents, notamment les licences d'affaires. Ces réformes nous permettent aujourd'hui d'informatiser en tout cas un certain nombre de nos procès, de dématérialiser un certain nombre d'actes administratifs. Ces réformes nous permettent aujourd'hui d'éliminer tous les goulots d'étranglement qui font qu'on perd beaucoup de temps. Je vais vous donner un exemple au niveau du Code des investissements au Burkina Faso. Nous avons introduit par exemple ce qu'on appelle le Silent Agreement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous passez devant la Commission nationale d'investissement, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, que je suis, et le ministre de l'Économie et des Finances, nous avons un délai de 2 semaines pour produire en tout cas un arrêté qui vous donne la possibilité d'investir au Burkina Faso. Et ce délai-là, il est systématiquement acquis au bout de 2 semaines. Ce qu'on appelle le silent agreement. Donc vous voyez, on change même l'orthodoxie administrative pour faire en sorte que ce n'est pas en fonction donc, de la disponibilité des uns et des autres que les décisions sont prises, mais on est contraint dans un délai. Vous voyez, donc, on réduit les délais et ça nous permet donc de sortir donc, de l'ensemble des lourdeurs. Et aujourd'hui, avec l'informatique, avec l'éthique, il est clair qu'on peut aller plus vite hein, si on se donne en tout cas les moyens. Au Burkina Faso, nous sommes passés par exemple au niveau donc, du gouvernement au e-conseil des ministres. C'est-à-dire aujourd'hui, nous faisons des conseils des ministres de plus en plus au Burkina Faso sans document parce qu'à l'avance, nous avons dématérialisé un certain nombre donc, de choses. Vous voyez, et au niveau de l'administration, avec les sites gouvernementaux, les possibilités donc d'avoir des portails où on arrive à produire les actes en ligne sont en train de se développer. Donc, la machine, où j'allais dire la technologie, vient améliorer donc ces différentes lourdeurs-là. Après, il y a des questions, comme il a souligné, des questions d'intégration. Il va falloir faire davantage. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons un ministère complètement dédié à l'intégration et au Burkinabé, effectivement, donc de la diaspora, à l'effet donc qu'on puisse en tout cas travailler au sein du continent pour améliorer donc ces questions. Kodjo Adedje, lorsqu'on parle d'intégration régionale, certains économistes estiment qu'il y a un aspect qui fait défaut, c'est que l'Afrique subsaharienne manque de base industrielle. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle est cette situation au Togo, par exemple? Manque de base en matière d'industrie. Au Togo, je crois que nous vivons autrement la chose. Nous sommes en train d'élaborer. Vous savez, nous évoluons, comme il a dit, dans l'espace communautaire UMOA.
qui nous donne des directives à internaliser. Donc nous sommes en train de mettre en place, d'élaborer notre stratégie en matière d'industrialisation. Bon, il est vrai qu'en termes de données sur l'industrialisation, il y a un certain nombre de problèmes. Mais il faut reconnaître qu'en ce qui concerne mon pays, aujourd'hui, vous pouvez avoir, en termes d'entreprises créées et qui évoluent, que ce soit les PME, surtout les PMI et puis les grandes entreprises, vous pouvez avoir accès aux informations relatives à ces industries-là. Le vrai problème, je crois, c'est peut-être au niveau de la densification du tissu industriel. Je crois que c'est sur cet aspect que nous avons besoin de travailler davantage. Alors, où se trouvent les difficultés dans ce tissu industriel, cette densification? Bon, vous savez, c'est quand même lié à un certain nombre de facteurs. Il faudrait que nous puissions, je crois qu'on est en train de le faire en sorte que la couverture en matière d'énergie électrique soit assurée. Il vient d'évoquer le volet d'éthique. Bon, on y travaille également, parce que si nous voulons nous préparer, comme vous venez de le dire, à aller à un commerce intra-africain beaucoup plus dense, nous devons, disons, faire en sorte que les lourdeurs administratives, nous puissions les éliminer. En matière de... Aujourd'hui, par exemple, au Togo, en moins de 24 heures, vous pouvez créer votre entreprise. Nous avons un guichet unique pour cela, dédié à cette formalité. Nous y travaillons pour que les opérateurs économiques, au lieu de se déplacer pour aller, disons, faire leur formalité, ces entreprises-là puissent le faire directement en ligne. Et on a, ces derniers temps, couplé cela avec le télépaiement. De toute façon, l'objectif recherché, c'est de faire en sorte que les créateurs d'entreprises puissent le faire dans un délai très court. Voilà ce à quoi nous travaillons actuellement. Et je voudrais également ajouter que, en ce qui concerne, disons, le volet formalité, parce qu'il a abordé au niveau des transactions commerciales, nous sommes totalement aujourd'hui dans la dématérialisation, que ce soit les procédures aux frontières, elles sont dématérialisées parce qu'il y a un renforcement de l'Internet par le gouvernement. Alors, si on reste sur cette question de l'intégration régionale, le thème de ce forum, de ce 6e forum Afrique Développement, c'est quand l'Est rencontre l'Ouest. L'UEMOA, la région ouest africaine, est déjà plus avancée en termes d'intégration que l'Afrique centrale, par exemple. Mais en Afrique de l'Est, on a l'impression que ça avance plus vite. Aruna Karoubou, est-ce que vous avez la même impression? En Afrique de l'Est, ça avance. Avec des accords commerciaux importants, comme celui qui a été signé en Égypte dernièrement, le Tripartite Free Trade Area. Non, c'est plutôt une bonne chose, parce que comme on le disait tout à l'heure, il est bon que nous puissions nous apprécier partie donc des expériences qui ont marché ailleurs. Dans votre introduction, vous indiquez clairement qu'il y a une intégration qui existe en Afrique de l'Ouest, de l'autre côté il y a des accords commerciaux. C'est pour cela que la zone de libre-échange continental devient quelque chose d'intéressant, parce que ce qu'on a à l'Ouest, qu'on n'a pas à l'Est, on le prendra et vice-versa. Donc c'est plutôt une bonne chose. En Afrique de l'Ouest aussi, on a énormément donc, de développement au niveau des entreprises. Vous savez, vous allez au Togo, à Abidjan, au Burkina Faso, vous n'avez pas l'impression que vous avez traversé une frontière, parce que ce sont les mêmes entreprises qui interviennent dans le domaine des infrastructures routières, par exemple, qui interviennent dans tout ce qui est grands travaux, qui interviennent dans tout ce qui est l'énergie, et qui mutualisent en tout cas en termes de création d'entreprises. Vous savez, on a la chambre régionale, par exemple, donc, du commerce, qui regroupe l'ensemble des chambres de commerce. Donc vous voyez, il y a déjà pas mal d'accords. Le secteur privé sait travailler ensemble. Nos États savent faire des projets communs. On a aujourd'hui des projets communs en matière de chemin de fer. On a des projets communs en matière d'autoroutes. Donc il existe effectivement des façons de faire déjà. Je pense que c'est le terrain en tout cas fertile. Au Burkina Faso,
avec l'élaboration de la stratégie nationale d'industrialisation et aujourd'hui l'adoption d'un plan d'industrialisation accéléré. Et nous nous donnons les moyens en tout cas de transformer nos matières premières à hauteur donc de 25% à l'horizon 2023. Et on s'est donné les moyens en termes d'infrastructures avec le développement de parcs industriels, le développement donc de zones économiques spéciales, de zones franches. Et c'est pour cela que je considère que, comme il disait tout à l'heure, ce n'est pas des problèmes, mais c'est de dire aux entreprises, à la fois au plan local, mais aussi aux investisseurs directs étrangers, qu'en fait on a des travaux chez nous. On a des opportunités donc de faire des travaux, de développer des zones franches, de développer donc des parcs industriels totalement privés, c'est-à-dire que l'État vous accompagne sur les questions de mobilisation foncière. Vous développez des espaces, vous faites la promotion pour l'installation des entreprises. Quand je disais tout à l'heure que l'énergie est plutôt une grande opportunité, c'est quoi? Avant 2017 au Burkina Faso, c'était la Société nationale d'électricité seulement qui pouvait produire de l'énergie. Donc c'était une contrainte. Il y a une loi, la loi 014, qui a libéralisé le secteur depuis 2017, qui fait que quand vous arrivez au Burkina Faso, vous ne devez pas vous poser un problème de mégawatts. Vous devez plutôt vous dire comment est-ce que j'ai investi donc dans l'énergie. Et derrière, vous signez un contrat donc de partenariat privé avec l'État et puis un contrat donc d'achat d'énergie avec la Société nationale d'électricité avec des coûts intéressants. Nous avons dans les pipelines des contrats pour 150 mégas. Donc c'est devenu plutôt un business où les gens viennent faire au Burkina Faso alors qu'avant on se disait je vais l'investir dans ce pays, il va avoir un problème d'énergie. Non, on vient uniquement même pour gagner de l'argent à partir de l'énergie. Kodjo Adedje, il y a une question qui se pose quand on parle d'intégration régionale. Est-ce que l'intégration monétaire est un facteur essentiel? L'intégration monétaire est-elle un facteur essentiel? Le partage d'une monnaie commune. Je voudrais peut-être vous ramener à l'UEMOA avec une monnaie commune qui quand même, dans les résultats que nous connaissons aujourd'hui, lorsque nous allons vers l'UE, voilà, fonctionne avec l'euro aujourd'hui. C'est pas rien, c'est quand même des conditions qui favorisent l'intégration. Ça vient renforcer quand même cette intégration-là. Et je crois que même au niveau de la CEDEAO, l'idée fait son chemin pour que nous puissions disposer d'une monnaie commune. Je crois qu'en entrant dans la ZLECAf, nos chefs d'État certainement vont évoluer vers cette approche-là. Donc je conclus en disant que c'est quand même une bonne chose lorsque on parle d'intégration d'avoir une monnaie commune. Ça facilite quand même un certain nombre de choses. Aruna Kaboré, vous êtes d'accord, qui dit zone de libre-échange dit monnaie commune nécessairement? Déjà, il faut dire que les monnaies que nous avons aujourd'hui, on arrive à se parler, on va dire en griffe, entre les monnaies effectivement d'Afrique centrale et celles d'Afrique de l'Ouest. Et même aujourd'hui, quand vous prenez des monnaies comme le Cedi au Ghana, le Naira au Nigeria, et d'une manière ou d'une autre, nos populations sont habituées en termes d'utilisation. Mais la bonne nouvelle, c'est le fait que nous sommes en train de travailler pour aller très loin avec ce projet de monnaie au niveau de la CEDEAO, qui va nous permettre en tout cas de disposer d'un outil formidable pour le développement, parce que la monnaie c'est très important. Et à partir du moment où on se donne les moyens étape par étape, si on arrive à faire cet accord et qu'on démarre, il est clair que si le fait d'avoir plusieurs monnaies constitue en tout cas un goulot d'étranglement, on va continuer à travailler à le faire. Vous savez, on est passé de l'OUA à l'UA, on est passé donc de plusieurs ensembles, on arrive aujourd'hui à faire la zone de libre-échange. Non, mais la vie elle est dynamique. Et ça, souvent, vous savez, ce n'est pas les politiques qui vont le décider, mais c'est les peuples qui le demandent, qui ont envie effectivement qu'on saute toutes ces barrières qui nous ont souvent été imposées. Vous savez, le Burkina Faso a fait ses 100 ans d'indépendance parce que c'est en 1919 qu'on a été dessiné quelque part en Europe comme ça avec une feuille et un crayon. Et nous avons d'ailleurs fait un colloque où nous sommes en train de travailler pour réécrire notre histoire et en commençant d'ailleurs à extraire effectivement donc des termes en tout cas méprisants qui sont contenus en tout cas dans des livres d'histoire. Donc de cette manière de nous prendre notre indépendance au plan idéologique, au plan politique, là, on la prendra aussi au plan économique en se donnant les moyens au fur et à mesure. Vous savez, les réformes en matière de développement, ce type de réforme-là, ça nécessite effectivement donc que les techniciens travaillent, nos administrations se parlent, que nous puissions opérer les bons changements de manière ordonnée et dans le timing qui se doit, parce que ce sont les économies qui sont jouées, c'est souvent donc l'argent d'épargnants dans les banques qui se joue, c'est beaucoup donc de travail qui se joue, mais assurément, la dynamique elle est enclenchée et le retour n'a rien de plus possible.
Messieurs, alors on va quand même évoquer l'autre thème de la journée, la seconde plénière qui était consacrée aux femmes entrepreneurs. Première difficulté avec cette question, il existe peu de données à l'échelle continentale sur l'entrepreneuriat féminin. On va quand même essayer d'en donner quelques-uns. Comme celui-ci, 24% des femmes africaines créent leur entreprise et en moyenne, une femme sur 3 déclare avoir un projet de création. C'est le plus fort taux de création d'entreprises constaté à l'échelle mondiale. Kojo Adedje, quelle est la situation des femmes entrepreneurs au Togo? Ont-elles plus de difficultés que les hommes, par exemple, à créer leur entreprise? Je dirais non, parce que, vous voyez, ce matin, dans les communications qui sont passées, je crois que le présentateur nous parlait concernant la situation au Maroc, je crois, que la population marocaine est composée à 51% de femmes. Ailleurs, sur tout le continent, vous savez que les femmes sont majoritaires. Donc on ne peut pas parler de développement sans s'occuper des femmes. Donc au Togo, l'attention est au rendez-vous. Et les femmes et les hommes bénéficient des mêmes facilités en matière de création d'entreprises, en matière de montage de projets. D'ailleurs, elles sont beaucoup plus accompagnées lorsqu'il s'agit de projets montés par les femmes. Et tout récemment, en ce qui concerne les commandes publiques, il y a une part belle qui est faite aux femmes entrepreneurs dans ce sens-là. Aruna Kaboré, rapidement, au Burkina Faso, est-ce que des mesures sont prises en place pour faciliter l'effort de création d'entreprises des femmes? Sur la législation, je dis les conditions sont les mêmes, mais sur le terrain, en fait, il y a une réalité. Et qui n'est pas quelque chose qui est inventé par les hommes, mais imposé par les dames. Parce que dans la transformation de nos matières premières locales, vous remarquerez que ces entreprises soient formelles ou informelles, c'est 90% effectivement donc, des femmes qui sont sur ce terrain-là. Donc c'est une réalité sur laquelle nous travaillons plutôt pour les aider à mieux s'organiser avec un centre de gestion agréé qui permet qu'elles sortent effectivement donc, de l'entreprise informelle pour aller vers quelque chose de formel. Tout dernièrement, il y a eu un forum sur l'autonomisation de la femme pour permettre en tout cas de nous donner les moyens. Nous avons développé tout dernièrement un programme qui s'appelle 5000 métiers à tisser pour les femmes au Burkina Faso, qui permet donc de doter des métiers à tisser parce que c'est elle qui intervient énormément dans tout ce qui est made in Burkina en termes donc, de Faso d'Afani comme on le dit. Et tout ce qui est transformation de nos matières premières un peu partout, ce sont les femmes. Donc nous avons une base, que ce soit donc de la proto-industrialisation ou de la nano, en tout cas on a une petite base. Maintenant il faut l'organiser, la structurer pour que ces PME là constituent en tout cas les réseaux qui vont converger pour créer les fleuves, c'est-à-dire les champions de demain donc, en termes d'industrie. Merci messieurs. Kojo Adedje, merci d'avoir été avec nous. Merci. Et Aruna Kaboré, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. La première journée de ce 6e Forum Afrique Développement est à présent terminée. Demain 15 mars, nous continuons à suivre avec vous les débats et les échanges avec au programme la dernière plénière, la cérémonie des trophées de la coopération Sud-Sud et des trophées des jeunes entrepreneurs. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée, à demain.